Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour. Le professeur Issoufou Soulé Mouchili nous offre un opuscule intitulé Savoir scientifique et culture philosophique, repère historique pour la compréhension de l'existence et la maîtrise du monde, publié chez l'Harmattan dans la collection Ouverture philosophique. Nous accueillons, puisqu'il s'agit d'un livre collectif sous sa direction, nous accueillons ce matin deux auteurs, lui-même et le doctorant Nimbot, qui a mené une réflexion dans le texte intitulé Révolution biotechnologique et maîtrise du vivant. Bonjour professeur Mouchili. Bonjour et merci de nous accueillir une fois de plus. Bonjour monsieur Nimbot. Bonjour et merci de nous accueillir. Bonjour aux téléspectateurs. Merci infiniment de sacrifier de votre temps pour que nous puissions échanger sur la question du savoir scientifique et de la culture philosophique sur laquelle vous avez commis un ouvrage. Professeur Mouchili, pourquoi l'homme veut-il maîtriser le monde? Il faut répondre à cette question en se fondant même sur l'histoire de l'existence. Au tout début de l'existence humaine, la nature n'offre pas de facilités à l'homme. La nature est totalement hostile et non favorable au déploiement normal de l'existence. C'est la raison pour laquelle l'homme va, pour se poser dans cette nature, s'imposer à partir des mécanismes qui relèvent du déploiement de son intelligence. Alors, avec l'intelligence, il comprend qu'il peut comprendre la nature, il peut l'étudier, il peut domestiquer celle-ci. Et c'est à partir de là qu'il va penser pour la première fois, disons dès le néolithique, la possibilité de se sédentariser à partir de l'invention de l'agriculture. À partir de l'invention de l'agriculture, on réalise que l'homme veut désormais commander au monde ses désirs. Et pour que ce monde soit désormais un lieu de vie confortable, et dans cette vie confortable, il peut organiser ou restructurer la nature de façon à avoir désormais un monde, donc une réalité spatio-temporelle qu'il réalise à partir de l'activité technoscientifique, plus précisément avec le développement de la physique moderne. Prof, vous avez intitulé le livre Savoir scientifique et culture philosophique. Oui. Quel lien vous mettez entre les deux? Parce que le savoir scientifique répond au comment du déroulement de la méthode scientifique. Mais l'homme ne se passe jamais de l'intégration sur le pourquoi de l'existence. Parce qu'il s'agit aussi de se questionner et de donner un sens, ou alors une orientation et une signification, ou une direction à cette existence. Donc le pourquoi de la science n'est pas scientifique, le pourquoi de la science est philosophique, c'est le comment de la science qui est scientifique. Et comme on ne peut pas répondre à la question du comment sans s'être posé au préalable la question du pourquoi, on est obligé, pour comprendre l'existence, pour maîtriser ce monde, de se poser à la fois la question du pourquoi et du comment. Et à ce niveau, deux disciplines interviennent, la philosophie et la science. Monsieur Nimbot, est-ce que ça signifie qu'il faut philosopher autrement aujourd'hui? Bien sûr. Si on se réfère à ce que le professeur Mouchili vient de dire, alors on est tenté de croire et de dire même qu'il faut philosopher autrement. Pourquoi autrement? Parce que l'approche philosophique qui a été développée, disons, avant l'émergence de la technoscience, donc c'est-à-dire de la science en général à partir de la période moderne, s'articulait autour de la spéculation conceptuelle purement. Alors, il est désormais question, à partir de la modernité et donc avec l'inflation prodigieuse de la science, de penser le monde à l'aune des découvertes scientifiques. Comment parler du monde? Comment parler de la nature? Comment parler du monde, n'est-ce pas, sans pour autant se référer aux données, disons, qui émanent de la science
et qui sont, somme toute, pertinentes au regard de la méthodologie employée. Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est parce que la philosophie tente de se rattraper, c'est-à-dire qu'elle avait été mise au jeu à un moment donné et elle se demande aujourd'hui, je m'accroche à quoi pour exister? C'est une façon de justifier peut-être de la pertinence de la science en rapport, n'est-ce pas, à la philosophie qui serait peut-être rétrograde. Moi, je pense que c'est mal abordé le problème. Il faut plutôt dire que la philosophie a posé des questions depuis longtemps qui sont pertinentes et qui n'ont pas été scrutées, vous voyez, qui n'ont pas été, disons, déblayées à partir d'une approche pertinente et convaincante. Parce que c'était, comme je disais tantôt, une vision à la limite idéaliste qui prédominait. Or, avec la science, nous avons un terreau fertile qui nous donne une certaine conviction, une certaine assurance au regard de la méthode et de la manière d'appréhender le réel. La philosophie n'est donc pas rétrograde, ou bien elle n'a pas perdu de sa pertinence, parce que à la base, elle a posé des questions fondamentales. Est-ce qu'elle se rattrape? On peut dire qu'elle s'accommode de la science qui tient un discours, j'allais dire, reluisant sur le monde et sur l'homme. Professeur Mouchili, est-ce que c'est la philosophie qui rattrape la physique? Ou alors, est-ce que la physique tire la philosophie? Parce que en vous lisant, même sur la thématique introductive, vous mettez en avance la physique quantique comme le mode de dévoilement de la science, de l'homme, de l'être et du vivant. Oui, disons que du fait de la science, la philosophie a connu une rupture épistémologique. En ce sens que la philosophie est sortie de son versant spéculatif pour intégrer déjà la méthodologie scientifique. Et c'est ça l'interrogation profonde de Kant. Kant voudrait que la philosophie se fasse désormais comme une science rigoureuse. Et pour cela, il pose la question dans la critique de la raison pure. Lorsqu'on lit l'introduction de la deuxième édition de la critique de la raison pure de 1781, on voit bien que Kant voudrait que la philosophie devienne un savoir objectif. Mais pour cela, il faut qu'elle intègre la démarche mathématique qui consiste à penser de façon à obtenir les jugements synthétiques a priori, au lieu de rester dans des jugements analytiques a priori qui enfermaient l'homme dans une sorte de spéculation dogmatique. Et à l'intérieur de cette spéculation, l'homme n'avait jamais la certitude de pouvoir cerner un pan de la nature. Or, si on réalise que la connaissance devrait commencer par les sens, mais n'est pas en dérivé, alors on aura une sorte de progression dans la connaissance. On aura introduit dans la dynamique scientifique une sorte de dialectique faisant en sorte que le savoir philosophique puisse aussi évoluer. Sinon, la philosophie deviendrait un savoir de musée. Si on était resté dans la pensée platonicienne, aristotélicienne ou cartésienne, la philosophie serait dogmatique. Et il fallait fonder. Voyez-vous, quand Kant commence sa réflexion, il remet en question à la fois l'empirisme sceptique d'un David Hume et le rationalisme dogmatique d'un René Descartes. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir des principes de nécessité justifiant la pertinence de la science. Or, qu'on soit dans le rationalisme dogmatique ou dans l'empirisme sceptique, il n'y a rien qui fonde la nécessité de la connaissance. Oui. Parce que dans un cas, c'est le scepticisme marqué par le psychologisme, les habitudes qui ne nous disent pas si nécessairement ce qui arrive tous les jours pourrait arriver. Dans un autre pan, la raison est méthode, la raison est objet, la raison est discipline de savoir. On ne peut pas, ça c'est Descartes, on ne peut pas donc avancer. Mais pour que la science avance, pour que la philosophie avance, en termes de connaissances, il faut intégrer la démarche scientifique, d'où l'introduction de la logique mathématique dans le système de raisonnement philosophique. Et vous avez bien fait de poser la question parce que cela renvoie nécessairement à un principe, celui de savoir que la philosophie ne s'est sauvée qu'en prenant en compte la démarche scientifique.
Voyez-vous, quand vous lisez le livre de Stephen Hawking, existe-t-il un grand architecte? Il ne parle que de cela. Parce que la philosophie est tombée en désuétude. Et même Karl Marx, quand il nous dit que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer, ça veut dire qu'il nous rappelle qu'on ne peut pas constituer un savoir sous forme de bavardage théorique. Prof, ce passage de la théorie vers la pratique semble être même dans l'histoire de la philosophie. Si on regarde Boole et Frege, est-ce qu'on ne se rend pas compte que le concept jadis devient symbole dans la mathématique? Oui, le symbole dans la mathématique ne signifie pas fin de discours, fin d'analyse, d'analytique linguistique, voyez-vous. Mais on veut symboliser, parce que la science s'accommode mieux des instruments et des symboles que des langages littéral. Voyez-vous. Bon, mais ça signifie quoi? Ça signifie que c'est en faisant des représentations par des symboles qu'on peut avoir des variables désignant même des principes qui pourraient devenir des logiciels. Vous voyez, c'est la mathématique de George Boole qui va donner lieu à l'invention de l'ordinateur. Oui. Bon, ce travail de symbolisation du langage, c'est vrai qu'en ce moment on a réduit la philosophie en une simple analyse logique du langage. C'est vrai. Mais la philosophie n'est pas que ça. Parce que quand vous lisez le premier Wittgenstein et le second, vous voyez bien cette démarcation qui va faire en sorte qu'on ne puisse pas enfermer la philosophie dans une simple analyse logique du langage, mais qu'on intègre les variantes philosophiques qu'on a dû éliminer auparavant et qui sont essentielles. Bon, maintenant, est-ce que le symbole est important? Absolument. Parce qu'on ne peut pas toujours tout écrire littéralement, mais l'essentiel ici, c'est la dynamique méthodologique qui permet de formaliser la pensée. En tout cas, on peut retenir qu'il nous rapproche de l'objectivité. Absolument. Non, que cela fonde même l'objectivité. Oui. Voyez-vous, parce que si on ne peut pas parler dans un langage universellement compréhensible, alors il n'y aura pas d'objectivité. C'est ce principe d'intersubjectivité linguistique qui va donner lieu à cette objectivité. Oui. Monsieur Fonkou Nimbot, vous avez publié dans ce livre Savoir scientifique et culture philosophique un article qui est intitulé Révolution biotechnologique et maîtrise du vivant. Et à l'entrée, je vous citais Hannah Arendt qui présente trois séquences de développement de la science qui ont conduit à cette maîtrise du vivant que vous voulez mettre en exergue. Commençons par la découverte de l'Amérique. Pourquoi? Bien, la découverte de l'Amérique est c'est un événement important dans la révolution des idées. Avec la découverte de l'Amérique, on a, une ouverture des espaces et cela montre qu'il y a eu un ébranlement entre les différents compartiments du monde. Ça signifie le rapprochement, des hommes et donc la fin des grands clivages. Donc, c'est l'ouverture du monde en quelque sorte, quand on parle de la découverte de l'Amérique chez Hannah Arendt. Est-ce qu'on peut penser que c'est parce que, ou bien tous ceux qui y sont allés étaient d'abord des étrangers? C'est vrai qu'ils ont trouvé des populations qui étaient sur place, mais la révolution doit forcément venir de ceux qui sont venus d'ailleurs. Et si on considère que c'est l'élite qui se déplace, est-ce qu'on peut considérer que c'est ça qui a fait de cette Amérique-là un événement sérieux dans l'évolution du monde et de la science? Évidemment, puisque il y a eu une sorte de partage, c'est-à-dire que les étrangers qui sont arrivés arrivent justement pour explorer l'Amérique. Oui. Mais ils viennent avec une culture, avec un bagage, un background, et ils rencontrent des populations. Ils vont donc s'imprégner la réalité de ces populations et vont partager ce qu'ils ont eu, n'est-ce pas, dans cette interaction. Et à partir de là, on va voir émerger donc une culture émancipatrice. Ensuite, vous parlez de la réforme qui, expropriant les biens ecclésiastiques et monastiques, commença le double processus de l'expropriation individuelle et de l'accumulation de la richesse sociale. Oui,
Parce que avec l'expropriation ecclésiastique, on sort un peu du modèle théocratique. C'est-à-dire que, on a réussi à retirer entre les mains de l'Église, s'il faut le dire simplement, toutes les propriétés et toute la fortune. Vous comprenez? Pour ouvrir cela à ceux qui pouvaient justement se déployer dans le sens de la production et du capitalisme afin d'avoir des profits individuels et personnels ou alors collectifs. Quand on parle des profits individuels, on parle des sociétés, par exemple, détenues par des individus particuliers. Quand on parle de propriété collective, on parle des sociétés détenues par des personnes, par un ensemble de personnes. C'est-à-dire que l'Église perd de son autorité. Perd carrément de son autorité. Okay. Et les personnes, les individus prennent une certaine ascendance sociale qui n'existait pas, n'est-ce pas, dans le contexte théocratique. Et enfin, vous parlez de l'invention du télescope. Oui. Allons-y. À partir de la physique moderne, on a inventé donc le télescope qui nous a permis de scruter l'univers. Ça, c'est après le développement de la physique galiléenne. Oui. Et cela a donc donné une impulsion fulgurante à la science. Et à partir de là, on va voir donc des idées scientifiques entrer en ébullition et permettre donc le développement, disons, du transport, des industries et de l'énergie nucléaire. C'est ça, les révolutions qui ont commencé au XVIIIe siècle et qui se sont métamorphosées pour donner ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous appelons aujourd'hui la technoscience. Juste une précision, pour dire que Galilée lui-même avait le télescope, donc c'est un peu après le développement de la physique de Galilée. Déjà avec Galilée, on avait le télescope, oui. C'était ça la précision pour ça. Professeur Mouchili, est-ce que l'homme s'arrogerait-il les privilèges de la nature? De toutes les façons, ce que l'homme veut faire, c'est de commander à la nature. C'est-à-dire, les formes de vie, c'est-à-dire, quand on parle d'existence, il y a plusieurs catégories de vie. Parce que, ou bien plusieurs espèces vivantes. Et toutes les formes de vie sont concurrentielles. C'est-à-dire, l'espèce pouvant développer les plus grandes capacités à conquérir le monde, gagne le monde. Au détriment des autres espèces. Nous n'avons qu'à voir comment est organisé le monde aujourd'hui. C'est-à-dire, toutes les formes de vie sont en concurrence pour la conquête de la nature. Parce que la forêt, ou bien le désert avance, ou la forêt diminue, on a moins d'espèces vivantes. Voyez-vous? Oui. Donc, l'homme veut s'accaparer le monde. Bon, l'homme ne... En tout cas, le monde n'a de signification que par rapport à l'homme. Oui. Parce que le monde part de l'homme pour arriver à l'homme. Oui. C'est-à-dire, cet anthropocentrisme qui fait que rien n'est de signification en dehors de l'homme, est tel que c'est l'homme même qui définit l'existence de chaque chose. Rien n'existe si l'homme n'a déclaré son existence. Oui. Oui, oui. Okay. Donc, on n'est plus dans la possibilité de penser l'existence d'un certain nombre de choses que quand tu appellerais nous maintenant. Cette philosophie est morte. Les choses existent. Les hommes ont à faire des efforts pour conquérir ces choses et donner sens à ces choses. Donc on ne va pas dire qu'il existerait des choses qui relèveraient de l'inconnaissable et qu'on appellerait nous-mêmes parce que ce n'est que la sensibilité qui devrait nous mettre en contact avec le monde. Non, au-delà de notre sensibilité, nous avons inventé des instruments qui sont des principes de continuité de ces sens et qui vont même plus loin que les sens. Et par conséquent, si on commence à parler de nous-mêmes, on pourrait abandonner un pan de domaines à connaître parce qu'on serait en train de se fier à une métaphysique aujourd'hui totalement désuète. Monsieur Fonko, est-ce qu'on peut avoir l'impression que l'humain du 21e siècle a la prétention de définir quel type d'homme il aura dans les siècles prochains? Parce qu'en vous lisant, on a l'impression de le percevoir. Oui, on peut avoir cette prétention-là, oui. Même cette idée de croire que l'humain du 21e siècle veut façonner, n'est-ce pas, l'être humain
à sa guise et selon ses ambitions. Parce que quand vous regardez très bien l'allure à laquelle évoluent les sciences et les techniques, n'est-ce pas, modernes, vous voyez qu'on a pu maîtriser, disons, la matrice fondamentale de l'être humain, ou du moins, on est en train de maîtriser cette matrice-là et qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, dans l'ADN. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le séquençage génétique qui a été rendu possible et qui nous permet de comprendre les mécanismes organisationnels et fonctionnels des cellules de l'organisme et de comprendre un certain nombre de choses au niveau du phénomène humain. Si vous avez compris la dynamique fonctionnelle de l'ADN, donc du génome, vous pouvez également comprendre comment se configure le tissu nerveux et comment est-ce qu'il fonctionne à partir, bien évidemment, des propriétés biochimico-physiques qui se déroulent dans le tissu nerveux. Alors là, certains comportements peuvent être très bien expliqués, comme par exemple la motricité, n'est-ce pas, de l'homme. On peut expliquer ça uniquement à partir du système nerveux, et même aussi la pensée, c'est-à-dire que la mémoire, l'intelligence, la sensation et l'imagination. Professeur Mouchili, est-ce que le cerveau est l'instance unique à gouverner l'existence de l'homme? Oui. Parce que tout à l'heure, quand vous parlez de la sensibilité, est-ce que le cerveau ne s'appuie pas peut-être d'abord sur les sens et ensuite, pourquoi pas, sur d'autres instances de la personnalité pour pouvoir prendre la décision? Disons que le cerveau est l'instance centrale. Les sens ne sont qu'une interface entre le monde et le cerveau. Parce que si vous regardez bien, vous verrez que c'est le cerveau qui voit et non les yeux. C'est pour cette raison que on peut aujourd'hui corriger certains mots. C'est-à-dire les malvoyants, les aveugles pourront ne plus exister d'ici 2030. Parce qu'on pourrait mettre des électrodes biocompatibles à la place des yeux et qui verraient. Comment on l'a fait? C'est en étudiant les rêves. On a constaté que les aveugles, pendant qu'ils rêvent, ne sont pas aveugles dans les rêves. Oui. Et on a compris que c'est le cerveau qui voit et non les yeux. Les yeux ne sont que... Oui, c'est un périphérique. Oui. Voilà. L'unité centrale de l'homme, c'est le cerveau. Oui. Disons l'ensemble du système nerveux. Oui. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut croire qu'il existe d'autres instances? Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous verrons quand même au Cameroun, on soigne les fous à l'hôpital Jameau. C'est-à-dire, à partir des pratiques neurobiologiques et psychiatriques, on peut soigner toutes les formes de psychose. Voyez-vous, oui. On n'a plus, je pourrais parler comme Jean-Pierre Changeux qui dit de ne plus consulter les prêtres quand on a des défaillances cognitives. Mais le neurologue, le psychiatre sont là pour ça. Donc, ça signifie que dans notre monde d'aujourd'hui, on a fini de comprendre que le cerveau est la matrice centrale de l'être de l'homme. Et c'est ça même qui crée la différence entre notre humanité et l'animalité de l'animal. C'est-à-dire, nous avons 100 milliards de neurones. Aucune autre espèce n'a autant de neurones. Et quelle que soit la grosseur du cerveau d'un éléphant, le nombre de neurones se limite à la facilitation de la vie instinctive. Oui. Voilà. Bon, maintenant, en fonction des dégâts qu'on peut créer dans la nature, les animaux peuvent chercher à s'adapter. Ça ne signifie pas qu'ils sont devenus intelligents, parce qu'ils n'iront jamais au-delà de cela. Il n'y a pas un coq qui chante au Cameroun et qui chanterait différemment quand il est un coq australien. Voyez-vous. Donc, les animaux sont déterminés à être des êtres adaptés. On peut les dresser, mais on ne peut pas les éduquer. Voilà. Bon, c'est pour dire qu'il a totalement raison de penser que la vie humaine se fonde dans une activité cérébrale qui est biochimico-électrique. Bon, mais à ce niveau, qu'est-ce qui fait que l'être humain a la propension à la liberté? C'est dû à la flexibilité et à la plasticité même de ces cellules nerveuses qui, à partir des interactions directes et indirectes qui ont lieu entre elles, produisent la capacité à sortir de soi pour fonder un principe
métacérébrale, c'est-à-dire une vie intersubjective, la connexion de moi à vous. C'est ça que j'appelle la métacérébralité. C'est-à-dire que je sors de mon cerveau pour ne plus considérer seulement moi, mais me considérer comme un membre de la société parce qu'il y a une interactivité entre nous qui crée le principe de l'intersubjectivité que j'appelle la métacérébralité, qui se lie dans la liberté, dans l'amour, dans la sympathie, dans l'amitié et bien d'autres types de relations que les hommes peuvent entretenir entre eux. On peut quand même avoir un problème, prof. Nous vivons dans un siècle 21e, comme on peut l'appeler, nous n'avons été déterminés par personne. Oui. En tout cas, pas aucune génération avant nous, pas aucun siècle avant nous. D'où nous vient-il la prétention de déterminer ce que serait l'homme des prochains siècles? Vous savez, l'Homo sapiens n'a pas plus de 200 000 ans. Mais c'est quand l'Homo sapiens arrive, on ne peut pas attendre cela de l'Homo habilis, l'Homo erectus. Non, non. Ils sont encore très proches de l'animal, même s'ils étaient quand même des humanoïdes. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'homme est sorti de toute emprise dictatoriale qui aurait pu limiter sa capacité à chercher. Voyez-vous, nous avons pris la décision, par exemple, de faire 17 siècles d'ignorance. Lorsqu'Aristarque de Samos, 3 siècles avant Jésus, nous dit déjà que c'est la terre qui tourne autour du soleil, et on refuse, on le bannit, on attend au 15e siècle quand Copernic va le révéler encore pour rentrer dans la logique de la recherche scientifique, avec, c'est-à-dire dans un contexte où l'inquisition ne permet pas la liberté de chercheurs, où on a des hommes d'église qui sont aujourd'hui devenus des saints, à l'instar de Saint Antoine de Padoue, qui faisait la promotion de l'illettrisme. Pour lui, la science corrompt la simplicité des évangiles. Et par conséquent, quand on est illettré, on est bon, ou bien on est bon pour Dieu, bon pour le paradis. Voyez-vous, c'est un discours, le discours religieux est plus aguichant, parce qu'il ne nous interpelle pas à l'effort. On dit qu'on pourrait bénéficier d'une grâce. Bon, et la grâce divine, selon la logique de l'Église, ne dépend pas de l'effort qu'on fournit, mais ça dépend du bon vouloir de ce Dieu, pour qu'on fait tout, pour qu'il nous amène là où il sait. C'est-à-dire, pendant que vous travaillez pour lui, vous savez où vous irez. C'est encore lui qui choisit où vous irez. Monsieur Foucault, est-ce qu'il ne faut pas une instance régulatrice de tout cela? Bon, une instance régulatrice dans quel sens? Est-ce que c'est une instance qui va édicter des normes, des règles pour interdire le développement de la science et les recherches? Ou alors c'est une instance qui... Peut-être pas au niveau de l'interdiction. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que pour une invention donnée, qu'on ait une instance devant laquelle on pourrait présenter la future invention pour voir si elle nous sert ou nous dessert. Sinon, si vous et moi, parce que si on pense qu'il n'y a que l'intersubjectivité pour arbitrer, si vous et moi pouvons décider de fabriquer ce qu'on veut, comme on veut, on a l'impression que on va s'éteindre. Mais on peut se demander, on peut se poser la question de savoir si c'était important de penser à fabriquer l'énergie nucléaire. Si aujourd'hui on utilise par exemple les atomes nucléaires pour influencer certaines nations et pour imposer son hégémonie, ça c'est autre chose. Mais est-ce que le scientifique, Einstein par exemple, ne devrait pas entrer au laboratoire pour faire ses recherches et essayer de développer quelque chose dans son esprit? Je pense que c'est toujours dans l'optique de comprendre le monde et d'apporter, disons, un épanouissement supplémentaire à l'humanité. Bon, maintenant, l'utilisation, c'est ça qui fait problème et c'est justement ce qui justifie de la pertinence de la question. Mais il faut dire que le scientifique, il a des objectifs et il doit passer, n'est-ce pas, tout son temps à s'interroger. Il doit chercher et on ne peut pas édicter des règles qui vont brimer ou alors brider le scientifique alors qu'il est important. Faisons la précision selon laquelle le scientifique n'est pas toujours philosophe. Parce que si le philosophe a un niveau de prudence de par sa remise en question,
on peut compter sur lui en tant que gardien de l'homme, comme disent certains philosophes, pour pouvoir sauvegarder l'espèce humaine. Professeur Mouchili, on dit qu'en 2013, Bachar al-Assad aurait utilisé le gaz sarin. Ça, c'est une invention de la science. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord savoir que la science ne fait que la recherche des possibles. La science ne cherche pas la vérité. Faut-il inventer tous les possibles? Ce n'est pas ça la question, le problème. Le problème, c'est que moi qui fais la recherche d'une méthode contraceptive, est-ce que j'ai la garantie que l'usage de tous les procédés méthodologiques me mèneront vers la pilule contraceptive? C'est sûr que non. Voilà. Ça veut dire que l'idée pour laquelle je fais la recherche n'est qu'un des possibles qui pourrait surgir à la fin de la réalisation. C'est la raison pour laquelle, au lieu d'obtenir une autre méthode contraceptive, on a obtenu le Viagra. Oui. Voilà. Bon, maintenant, quelle est l'instance plus grande que la science, ou bien plus compétente que la science, qui pourrait nous dire que c'est ce qui fait l'objet de cette recherche précise aboutira exactement à l'objectif visé? Voilà. Est-ce qu'on peut suspendre le résultat d'une recherche? C'est-à-dire que si on ne peut pas évacuer les postulats d'une recherche, est-ce qu'à la sortie, est-ce que le produit d'une recherche peut être exclu? Ou bien peut-être qu'on n'a pas toutes les informations sur ce qui est inventé. Peut-être que ça se fait. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai posé la question à M. Nimbo tout à l'heure. Qui est autorisé à valider ou à invalider? Maintenant que nos gouvernements ne sont plus, j'ai envie de dire, ne sont plus qualifiés. On peut le faire. Vous ne savez pas que les laboratoires cachent des monstres? Les laboratoires, nous ne connaissons que la partie visible de l'iceberg. Oui. Bon, maintenant, entrons dans les laboratoires. Il y a tellement de monstres. Mais seulement, lorsque nous faisons la recherche, il faut graduer cette recherche. Parce que, je reviens toujours sur le coronavirus, qui est la maladie la plus ambiante aujourd'hui. Est-ce que la recherche du vaccin contre le corona nous conduit nécessairement vers une méthode sérieusement efficace? La science n'exclut pas dans sa démarche le tâtonnement. La science n'exclut pas dans sa démarche le hasard. La science n'exclut pas dans sa démarche l'erreur. Voyez-vous? Bon, voilà un ensemble de déterminants même de l'humain de l'homme. Et lorsque ça a déterminé l'humain en l'homme, alors même l'usage des instruments, quelle que soit notre volonté d'aboutir à une sorte d'objectivité, il peut y avoir des accidents. Maintenant, quel est le nombre de probabilités nous permettant de soumettre l'objectif de notre recherche à une instance extérieure qui veut penser l'éthique de cette recherche et d'avoir nécessairement ce qui a été validé par cette instance, puisque c'est le chercheur encore qui cherche, seul, parce que c'est lui qui en a la compétence. Avons-nous les moyens nécessaires pour suivre les débordements que peut connaître le cerveau d'un scientifique? Ce n'est pas possible. À ce niveau, l'intelligence, c'est pour cette raison que la question fondamentale aujourd'hui que je voudrais qu'on se pose généralement, personnellement, le professeur Manga Bina Antoine l'utilisait très souvent, comment vivre avec la science? Oui. Donc je voudrais préciser que le comment vivre avec la science devrait nous renvoyer à savoir qu'il y aura toujours des problèmes. Il s'agit plutôt d'apprendre à vivre avec ces problèmes sans en mourir. Oui, moi je pense que, au regard de tout ce que le prof a dit, la science est à la fois un avantage, c'est ce que je pense, et un danger pour l'homme. Maintenant, il revient à la conscience humaine de savoir faire les choix, n'est-ce pas, de ce qui a été produit par le scientifique. On ne peut pas intervenir en amont pour imposer, disons, une méthode, ou alors, comme le professeur disait tout à l'heure, pour prévenir les débordements du scientifique. C'est vraiment impossible. Merci, par contre, on peut s'arranger, vous voyez, à mettre le veto sur l'utilisation de certains produits scientifiques pour
éviter la disparition totale de l'humain. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut ni fétichiser, ni diaboliser la science. J'emprunte cette expression au professeur Lucien ici. Mais ce que je dois dire, c'est que on ne doit pas parler de la science en termes de danger et d'avantages. La vie humaine est une prise de risque. Voyez-vous, ce qui fait que l'activité scientifique elle-même est une prise de risque. On prend le risque de réussir ou d'échouer. Il y a peu de sciences qui seraient neutres. Max Weber nous le dit, la science n'est jamais socialement neutre. À partir du moment où la science est essentiellement technique ou pratique, il n'y a pas d'invention qui n'aurait pas d'impact sur l'existence. Voilà. Il n'y a rien. Et aujourd'hui, nous parlons de réchauffement climatique. On est là, on ne voit que le transhumanisme avec les NBC, on ne voit que l'activité nucléaire, mais on oublie que plus les enfants naissent, mieux on a besoin d'agrandir les cités. Et la cité, en grandissant, détruit l'environnement et par conséquent, le réchauffement climatique viendra tout. Nous en reparlerons, professeur Mouchili. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cet échange avec le professeur Mouchili et M. Fonkou Nembot. À très bientôt sur Africa TV. N'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. Merci. C'est beaucoup, vraiment.